Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet, de François Kersaudy. Lu par Hervé Lavigne. Introduction. Les grands hommes d'État du XXe siècle se comptent sur les doigts des deux mains. À l'évidence, De Gaulle et Roosevelt font partie du nombre. Et leur relation durant la grande tourmente de la Seconde Guerre mondiale présente à ce titre un intérêt tout à fait exceptionnel. Il n'y avait pas, jusqu'ici, de livre consacré exclusivement à ce duel de titans, en dehors du De Gaulle et Roosevelt de Raoul Aglion, qui est plutôt une chronique de la mission de l'auteur aux États-Unis pendant la guerre, et du remarquable Hostile Allies de Milton Viorst, qui a déjà 40 ans d'âge. Le présent ouvrage nous invite à suivre depuis les origines un Roosevelt francophone et francophile, qui se double d'un politicien brillant, retors, entêté, vindicatif et singulièrement manipulateur. Parallèlement, on découvre un général de Gaulle à la fois visionnaire, diplomate, caractériel, soupçonneux à l'extrême et étonnamment magnanime, qui est fasciné par la puissance de l'Amérique et le courage de son président, mais accaparé tout entier par un patriotisme intransigeant au service d'une France idéalisée. Entre ces deux géants au caractère et aux politiques incompatibles, le choc était sans doute inévitable. Il sera tour à tour aggravé par les extrémistes de leur entourage et tempéré par quelques hommes dévoués, français, américains et britanniques, qui vont assumer avec patience et détermination le rôle bien ingrat d'amortisseur entre deux antagonismes apparemment irréductibles. Ainsi s'expliquent les relations si agitées de ces deux hommes d'exception que 5 années d'une guerre impitoyable obligent constamment à coopérer et conduisent fréquemment à s'affronter. Parmi les étapes les plus singulières de ce face-à-face sans concession, on retiendra l'équipée de Saint-Pierre et Miquelon, le coup de théâtre du débarquement en Afrique du Nord, les obscures manigances de l'affaire Darlan, l'invraisemblable comédie d'Anfa, le grand drame du débarquement en France, la fausse réconciliation de Washington et le dernier rendez-vous manqué au retour de Yalta. Avec l'aide de nombreux témoignages et de 20 fonds d'archives de 6 pays, nous avons entrepris de remonter le temps, et même de recréer autant que possible l'atmosphère de cette époque tourmentée. Les lecteurs de De Gaulle et Churchill découvriront sans doute, avec De Gaulle et Roosevelt, l'envers d'un miroir aux multiples facettes, qui toutes nous renvoient une image déconcertante de la grandeur. Chapitre 1. Retour aux sources. À l'aube du XXe siècle, bien peu d'Américains ont autant de relations privilégiées avec la France que Franklin Delano Roosevelt. Son père descend du négociant hollandais Claes Martensen van Roosevelt. Mais le nom de famille de sa mère, Sarah Delano, est une déformation du patronyme d'un certain Philippe Delannoy, huguenot franco-luxembourgeois émigré dans le Nouveau Monde en 1621. Fils unique d'une famille aisée qui réside à Hyde Park, au nord de l'État de New York, le jeune Franklin suit ses parents lorsqu'ils se rendent en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. En 1889, alors qu'il n'a que 7 ans, on peut le voir jouer dans le parc des Tuileries ou descendre les Champs-Élysées avec son père, et ces séjours se renouvelleront pendant 8 ans encore. À quoi il faut ajouter que depuis sa plus tendre enfance, le jeune Franklin a eu des gouvernantes chargées de l'initier à l'allemand comme au français. 5 décennies plus tard, devenu président,
il se déclarera mortellement offensé lorsqu'un interlocuteur osera prétendre que son français est aussi bon que celui de Churchill. C'est qu'il considère, avec quelques raisons, que sa maîtrise de la langue française est infiniment supérieure à celle de Winston Churchill, qui restera élémentaire et devra toujours beaucoup à l'initiative personnelle. Quoi qu'il en soit, les notes en français de l'élève Franklin à l'école de Groton, puis celles de l'étudiant Roosevelt à l'université de Harvard, sont invariablement excellentes. Et s'il n'a jamais éprouvé une passion particulière pour la littérature et l'histoire de France, il est manifestement très attiré par le pays, où il se rend même en voyage de noces à l'été de 1905. Ayant terminé assez péniblement ses études de droit en 1907, le jeune marié entre dans un cabinet d'avocats à New York. Il s'y ennuie énormément et confie à un jeune confrère ses véritables ambitions. Être élu au Parlement de l'État de New York, puis devenir secrétaire adjoint à la marine, gouverneur de l'État de New York et pour finir, président des États-Unis. Voilà qui peut sembler bien présomptueux. Et ce jeune homme a d'excellentes relations, un charme certain et un sens politique très développé. Du reste, la carrière qu'il décrit a été très exactement celle de son cousin et modèle, le président en exercice, Theodore Roosevelt. Ce sera également la sienne. Élu sénateur démocrate de l'État de New York à la fin de 1910, Franklin Roosevelt s'intéresse davantage à la politique locale qu'au grand large. Mais dès le début de 1913, son accession au poste de secrétaire adjoint à la marine dans le gouvernement de Woodrow Wilson va changer tout cela. La mer est la grande passion de sa vie. Et son supérieur, le secrétaire à la marine Josephus Daniel, distingue mal bâbord de tribord. Franklin Roosevelt sera donc la cheville ouvrière de la marine des États-Unis durant une période cruciale, celle de la Grande Guerre. Dès août 1914, le secrétaire adjoint, dont la francophilie n'a d'égal que la germanophobie, écrit sans ambages « Plutôt que d'assister à une lutte qui s'éternise, j'espère que nous verrons l'Angleterre se joindre à la France et à la Russie pour aller jusqu'à Berlin imposer la paix. » Dans ce conflit qui va embraser l'Europe, le président Wilson est bien décidé à rester spectateur. Mais son secrétaire adjoint à la marine, lui, ne ménagera aucun effort pour mettre la flotte sur le pied de guerre. À l'automne de 1916, il ne cesse de répéter à ses collègues du gouvernement que les États-Unis doivent entrer dans le conflit. Et on le voit bien souvent à Washington, en compagnie des ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne. Mais le président Wilson s'accroche à ses convictions pacifistes. Et il faudra de nombreuses provocations, comme le torpillage du Lusitania et le télégramme Zimmermann, pour que les États-Unis se décident à déclarer la guerre à l'Allemagne en avril 1917. Dès lors, Roosevelt va entrer dans une frénésie d'activité. Il fait assurer le transport vers l'Europe du corps expéditionnaire, escorter les convois, chasser les sous-marins allemands, construire des bases et des entrepôts en Grande-Bretagne et en France. « Je me mêle d'à peu près tout », écrit fièrement le jeune secrétaire adjoint, qui intervient effectivement dans tous les domaines, depuis la production de carburant jusqu'au minage de la mer du Nord. Les Français, comme les Britanniques, ne pourraient avoir au sein du gouvernement américain un interlocuteur plus compréhensif et plus efficace. Le 9 juillet 1918, Roosevelt embarque sur un destroyer qui escorte un convoi de 20 000 soldats à destination du front français. En Grande-Bretagne comme en France, où l'on n'a guère vu de membres du gouvernement américain, le secrétaire adjoint est accueilli avec les plus grands égards. À Paris, il est reçu par Clemenceau, qui lui fait une très forte impression. Parcourant plusieurs champs de bataille depuis la Somme jusqu'à Verdun, il admire sans réserve la bravoure et la ténacité du soldat français et, de retour aux États-Unis, il veut même démissionner de son poste pour pouvoir aller se battre comme officier sur le front.
Mais son supérieur direct, un dangereux accès de grippe espagnole et l'armistice du 11 novembre 1918 se ligueront tous pour contrecarrer ses plans. Et c'est toujours comme secrétaire adjoint à la marine qu'il retournera en France 2 mois plus tard, afin d'y superviser le démantèlement des bases navales et la vente aux Français des matériels de la marine rendus superflus par la fin des hostilités. Le retour à la paix prendra bientôt une tournure tout à fait imprévue. Ayant signé le traité de Versailles en juin 1919, le président Wilson fait une campagne énergique en faveur de sa ratification. Mais, frappé par une attaque d'hémiplégie en septembre, il assiste, impuissant, à l'effondrement de son œuvre lorsque le Sénat rejette le traité et le pacte de la SDN.